Alors, pourquoi cette conférence? D'abord, vous dire qu'il s'agit là d'un itinéraire collectif et non pas singulier. Je ne vais pas vous présenter un auteur en particulier, mais je vais mettre l'accent sur plusieurs générations de poètes japonais qui ont écrit des haikai. On dit alors haïku au singulier, au pluriel haïku avec un S ou haikai. Voilà, alors j'emploierai indifféremment l'un et l'autre. Mais aussi une génération de poètes français deux fois sacrifiés par la guerre de 14 et sacrifiés par l'histoire de la littérature. J'y reviendrai dans un instant, et ce sont eux que je veux vous faire rencontrer, peut-être découvrir aujourd'hui. Alors, le haïku, vous le savez sans doute, est un genre poétique japonais qui alors est défini par sa taille, par son volume, puisque on nomme haïku un petit poème de 3 vers composé de, alors nous disons, nous occidentaux, 17 syllabes, parce que nous décomposons les mots en syllabes. Pour les idéogrammes japonais, c'est un petit peu différent, bien évidemment, mais 17 syllabes, c'est-à-dire, au fond, entre 8 et 15 mots, c'est très peu. Pensez que le sonnet, qui est, on va dire, l'unité en versification, je ne veux pas dire minimale, mais enfin qui est un petit peu la norme en matière de poésie française depuis des siècles et des siècles, c'est 14 vers. Et là, on parle de poèmes qui font au maximum 14 mots, répartis donc en 17 syllabes de 5, 7 et 5 syllabes, avec toutefois une forme de souplesse au Japon quant à la versification du haïku. On accepte d'assouplir cette règle des 17 syllabes ainsi que leur répartition lorsque le sujet que l'on doit traiter mérite un développement un tout petit peu plus ample. Mais on reste quand même, on nomme haïku ces poèmes de 3 vers. Voilà. Alors, vous dire également que cet art du haïku s'est développé au Japon à partir du XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, au XVIIIe également, et qu'il a, au fil du temps, pénétré, je dirais, toutes les sphères de la société japonaise, au point que, véritablement, aujourd'hui, tout le monde au Japon connaît l'art du haïku, et beaucoup de gens le pratiquent. C'est un art qui est beaucoup plus vivant que ne l'est, par exemple, l'art du sonnet dans la France des années 2010. Hein. Voilà, bon, vous me direz, c'est pas tellement difficile. Je dois ajouter aussi que la presse japonaise, quelle qu'elle soit, publie très régulièrement des haïkus. Des haïkus d'auteurs connus ou de jeunes poètes. Voilà. Et que l'art du haïku connaît véritablement un engouement dans les sociétés européennes, en particulier en France. Depuis quand? Bon, je pourrais dire de façon très certaine, depuis l'émotion suscitée par la destruction en 1945 d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a quand même eu là une émotion telle que cette société, cette civilisation atteinte au plus profond d'elle-même a fait naître un intérêt culturel renforcé par le voyage, la démocratisation du tourisme, etc. Et que nous pensons tous, plus ou moins, cette idée communément admise que l'esthétique du haïku a été découverte en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'intervention que je vais faire aujourd'hui va évidemment, vous vous en doutez, démontrer le contraire. Mais néanmoins, je dois dire que la vogue du haïku ne déferlera sur la France, effectivement, qu'à partir des années 50. Donc il y a du vrai et du faux. Deux poètes, en tout cas, le haïku, par sa brièveté, par cette possibilité que nous avons de l'adapter aux outils de communication modernes, je pense en vous disant cela au SMS et à Twitter, au tweet,
140 signes, 142 signes, trouve, y compris chez les jeunes aujourd'hui, véritablement une sorte de seconde naissance. En tout cas, il me semble que cet art qu'est le haïku et la vision du monde qu'il porte sont promises à un bel avenir dans notre société. Alors, peut-être faut-il citer au moins le nom d'un des grands maîtres du haïku, Matsuo Munefusa, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, je suis même sûr qu'elle ne l'est pas, plus communément appelé Basho. Alors Basho, c'est véritablement le fondateur, le père fondateur du haïku. Il est né en 1644 et il est mort en 1694. C'est une vie brève, 50 ans, mais il est véritablement la figure de proue de cette littérature japonaise. Il est surtout celui qui a défini. C'était le fils d'un samouraï, donc il était vraiment l'héritier de traditions millénaires au Japon. Et il va prendre l'habit de moine, renoncer à la vie mondaine, et puis, dans sa retraite, planter un bananier. Alors, un bananier, c'est-à-dire un basho, d'où son surnom, d'où le nom qu'on va lui donner. Donc, basho signifie en japonais le bananier. Voilà. Et de fait, ce bananier est devenu la figure tutélaire de la poésie japonaise. Et donc, c'est au cours de cette vie modeste, pauvre, de moine errant, partant vivre son art sur les chemins du Japon et formant des disciples, que va naître cette esthétique du haïku. Je vais vous faire découvrir sans tarder quelques-uns de ces poèmes. Alors, on peut en lire quelques-uns. Vous voyez qu'à gauche, vous avez le poème en japonais. Dans la colonne de droite, vous avez la transcription phonétique. Les idéogrammes, bien vous les repérez, ils sont bien effectivement disposés de manière à rendre évidente cette répartition en 5, 7 et 5 syllabes, et on peut en lire quelques-uns. Les fleurs, de quel arbre, impossible de savoir, mais un tel parfum. Au milieu du champ et libre de toute chose, l'alouette chante. Mon père et ma mère, sans cesse, je pense à eux, le cri du faisan. Celui qui est probablement le plus connu de Basho, un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Celui-là, on le trouve partout, dans toutes les anthologies, et je pense que tous les enfants japonais le connaissent par cœur. Réveille-toi, réveille-toi, et deviens mon compagnon, papillon qui dort. Alors, vous voyez que la traduction parfois pose des problèmes, elle est moins concise dans notre langue, et que le mot compagnon a chassé sur la ligne suivante, mais normalement, c'est un texte de 3 vers. Autre exemple, on peut en lire encore quelques-uns. Avec chaque souffle, le papillon se déplace sur le saule. Au cours de sa chute, elle a déversé son eau, fleur de la camélia. La cloche se tait, parfum de fleurs en écho. Ah, quelle soirée! Voilà. Celui-là également, qui est assez caractéristique de l'esthétique du haïku. Dans les pluies de mai, les pattes de cette grue se sont raccourcies. Le printemps s'en va, pleurent des oiseaux et poissons, les larmes aux yeux. Devant un éclair, l'homme qui ne comprend pas est bien admirable. Voilà. Bon, j'en ai comme ça toute une collection que j'ai trouvée tout simplement sur
sur Internet. L'œuvre de Bachot est disponible chez de multiples éditeurs. Et voilà, je vais laisser à l'écran ces 3 haïkus qui contribueront à vous dire au fond ce qu'est cette esthétique ou cette pensée du haïku. Et pendant que je parle, rien ne vous empêche de prendre une feuille et de vous exercer à cet art minimaliste du haïku. Je ne ramasserai pas les feuilles à la fin, mais s'il y a des textes écrits pendant la séance, nous pourrons les entendre à la fin et peut-être échanger autour de ces productions. Je dois dire que j'étais la semaine dernière au Salon du Livre de Montreuil, et que, donc Salon du Livre Jeunesse, j'y étais pour ma maison d'édition, et que les organisateurs du Salon du Livre m'ont demandé si je voulais faire une animation autour du haïku de la guerre de 14. Alors j'ai dit oui, puis quand j'ai rempli la fiche technique, j'ai bien précisé que je voulais plutôt des élèves de lycée ou de collège, de fin de collège. Je pensais surtout aux élèves de 3e qui étudient, me semble-t-il, la guerre de 14 en histoire. Et je me suis retrouvé avec des enfants de 6e. Bon, nous sommes quand même en début d'année, donc c'était quand même des petits. Et je me suis demandé si ça allait passer. Et finalement, ça a été absolument extraordinaire parce qu'ils ont écrit des haïkus dans la séance que nous avons faite ensemble. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est cette esthétique du haïku, je crois qu'il faut tordre le cou à quelques idées fausses. J'en relève 2 ou 3 que je vous livre rapidement. Bien entendu, là, je ne parle que du haïku japonais et non pas de ces avatars français que je vous ferai découvrir tout à l'heure et qui seront assez différents. Première idée fausse, l'idée que le haïku serait un poème spirituel issu de la spiritualité zen, pour dire les choses un peu rapidement, comportant un sens caché, un double sens ou une signification cryptée. Un peu comme dans l'alchimie, dans la culture occidentale, ou même dans la poésie surréaliste, où vous allez avoir une multitude de significations possibles. Non, le haïku n'est pas perçu comme un exercice spirituel, pas du tout. Ceux qui ont développé cette idée se sont quand même fourvoyés. Et ce n'est pas non plus un texte ouvert, riche d'une multitude de significations. Voyez par exemple le poème que je citais tout à l'heure, « Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau ». C'est d'une simplicité confondante. Et il ne faut pas chercher plus loin que ce qui est dit. Second préjugé, seconde idée reçue, le haïku serait le résultat d'un éclair de génie, d'une fulgurance, d'illumination, au sens où l'entendait Rimbaud, issu ou né d'un dérèglement des sens, comme par exemple ont pratiqué des poètes comme Rimbaud, Baudelaire, puis plus tard les surréalistes ou Henri Michaud. Alors non, il n'est pas nécessaire d'être dans un état second pour écrire des haïkus. Et encore une fois, le poème ne dit rien d'autre que ce qu'il dit. Pour nous, c'est assez déroutant, parce que nous sommes quand même habitués à cette polysémie, à ce cryptage du texte, à ces fausses fenêtres ou ces trompe-l'œil et des significations multiples. C'est par exemple très fort, même au XVIIe siècle, dans la poésie baroque française. Mais avec le haïku, rien de tel. L'un des plus célèbres donc, auteurs de haïku, Bachot, dont vous avez encore des poèmes devant vous, disait que le sens est exactement celui qui est exprimé. Aucun autre sens, aucun sens caché, il n'y a rien d'autre à chercher, et ce rien est parfois le sujet même du haïku. Voilà, un point c'est tout. Au départ, c'est ça. Alors,
je l'ai défini par la négative, je vais essayer maintenant de faire émerger les traits caractéristiques du haïku. À l'origine, figurez-vous que sous la plume de Bachot et de ses condisciples, le haïku est marqué du sceau de l'irrespect, de l'espièglerie, parfois même de la trivialité. Et en tout cas, la moquerie ne lui est pas étrangère. Mais une moquerie qui n'est pas la satire que nous connaissons en France à la même époque. En tout cas, Bachot, en dépit de cette spiritualité qui devait quand même l'habiter, puisqu'il avait décidé de se retirer, de se consacrer à la méditation, mais considérait que le haïku devait être empreint de légèreté et non pas de gravité. Et même lorsque le poème évoque les pesanteurs de la vie, il le fait avec une légèreté que sa concision même rend possible. On ne peut pas s'appesantir en 3 vers. Et d'ailleurs, le sens premier, le sens étymologique du mot haikai en japonais, c'est, je crois, plaisanterie, drôlerie, c'est ainsi qu'on peut le traduire. Donc le haïku est une affaire légère, d'un sérieux tout relatif, et c'est quelque chose qui s'écrit dans les marges de la vie quotidienne, parfois, pour un écrivain, dans les marges d'une autre œuvre. Ces thèmes sont faciles à identifier et les textes que vous avez sous les yeux les illustrent très bien. Par exemple, celui-ci dit « Désolation hivernale dans le monde monochrome, le bruit du vent ». Ou bien encore « Ami, allume le feu, je vais te montrer quelque chose, une boule de neige ». Reclus pour l'hiver, je me blottirai encore contre ce poteau. Ou bien, ma cruche éclatant, c'est le gel de la nuit qui m'a réveillé. Alors, qu'y a-t-il derrière les textes que je viens de lire ? Eh bien, il y a d'abord l'évocation d'une saison. Pratiquement, systématiquement, le haïku japonais, au moins à l'origine, et dans son acception la plus resserrée, est un poème marqué qui, disons, a une prédilection pour le thème des saisons. J'en cite encore un autre de Bachot. « La pluie d'hiver tombe sur les tables, un coq chante. » Ou bien celui-ci de Kishu. « Soir d'automne, un corbeau passe sans un cri. » Ça, c'est très beau, d'une très grande simplicité. Soir d'automne, un corbeau passe sans un cri. Cette évocation de la saison peut s'élargir aux réalités qui lui sont inhérentes, à ces saisons. Les tâches du quotidien, les petites choses de la vie, ces bonheurs minuscules, les petits tracas. Le tout étant de respecter ce que les Occidentaux ont appelé la règle des 3 C, la lettre C, c'est-à-dire concis, ça on ne peut pas échapper à cette concision, 3 vers, concret et ciblé. Alors, concis et ciblé vont ensemble, parce qu'on imagine assez mal évoquer en 3 vers l'infinie diversité du monde réel, ou par exemple des choses de la nature. Mais malgré tout, on va cibler l'évocation du corbeau, par exemple, simplement sur le cri, ou simplement le passage de son vol dans le ciel qui s'obscurcit. Donc c'est quand même une vision minimaliste de la réalité,
et on n'hésite pas, dans le haïku, à s'attacher à une vision fragmentaire de cette réalité. Second point qui me semble tout à fait important, le haïku, en fait, relève de ce que nous appelons en Occident les genres descriptifs. Véritablement. C'est peut-être la plus... C'est une description minimaliste, mais c'est une description tout de même. C'est avant tout un texte descriptif. Le mot que je dois prononcer, c'est bien évidemment « imager ». Il faut faire image avec des mots. Texte descriptif, imagé, mais qui peut être intimiste. On l'a vu dans quelques-uns des haïkus que je vous ai lus, et même émotionnel. Vous avez vu passer ici ou là, parfois, des points d'exclamation. Vous en avez encore un sous les yeux. Ma cruche éclatant, c'est le gel de la nuit qui m'a réveillé. Donc il y a bien là quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la surprise, de l'intervention d'un événement inattendu, lui aussi d'une assez grande banalité, dans la vie de celui qui écrit, en l'occurrence dans la vie d'un dormeur. Donc le monde des émotions n'est pas mis à la porte. Ce qui est mis à la porte du haïku, ce sont les idées. Donc, vous voyez, lorsque je disais tout à l'heure, on se trompe quand on pense avoir affaire à une poésie spirituelle, marquée par une certaine philosophie ou une certaine religion, on se trompe vraiment parce que le haïku met les idées au vestiaire pour s'attacher simplement à la réalité fugitive des choses. Le haïku ne pense jamais, voilà ce que disait en substance Bachot, il ne pense à rien, et quand il pense, c'est à rien. Voilà. Il s'attache à produire une image visuelle, au fond ce que nous appelons une image littéraire. Alors, on voit bien quels sont les dangers qui le guettent. Le danger qui le guette, bien évidemment, c'est celui de la banalité. Comment parvenir à faire œuvre artistique avec si peu de mots, avec ces contraintes formelles qui sont données dès le départ, et avec le désir de laisser les idées de côté, aborder le domaine des émotions, mais pas celui forcément des sentiments. On voit la différence. Les sens, mais pas la pensée. Donc, voilà. On ne demande pas à l'auteur d'un haïku de faire, par exemple, de la métaphysique du vide, du désespoir, une interrogation sur le sens de la vie. Pas du tout. Les choses sont beaucoup plus simples, aussi simples qu'un duvet d'oiseau qui vient se déposer sur une vitre. Voilà. C'est de cet ordre-là, avec cette infinie légèreté. C'est pourquoi je vous engage vraiment à ne m'écouter qu'à moitié et à essayer de griffonner des haïkus. S'il vous plaît, faites-le, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que vous allez être confronté à ce premier problème qui est bien évidemment notre culture, notre capacité à produire des objets de texte qui sont des objets de sens, plutôt parfois... J'allais dire que par rapport aux poètes japonais, nous sommes davantage dans quelque chose qui est massif et qui est... on cherche la profondeur en permanence. Voilà, mais essayez de le faire et vous verrez que si vous respectez ces règles-là, vous allez être guetté par la fadeur ou la banalité et qu'il est très très difficile d'arriver à créer une émotion littéraire de façon aussi minimaliste. Voilà. Donc c'est vraiment un exercice intéressant. Alors, on pourrait croire que finalement le haïku, c'est un peu l'antithèse de la poésie telle que nous la définissons. Pourquoi ?
Très simplement parce que, comme le disait Étiamble, le critique, penseur Étiamble, il disait « ni métaphore, ni métonymie, ni symbole, ni suggestion, faute de quoi, point de haïku ». Bon, il y va assez fort, là. Ni métaphore. Alors, la métaphore, on le comprend assez bien, puisque la métaphore, elle crée un tremblement de sens. Elle désigne en creux quelque chose qui n'est pas nommé. Donc, on comprend pourquoi, au départ, les poètes japonais se méfiaient de la métaphore. Ni métonymie, alors là, par contre, on peut en douter. La métonymie, c'est une figure de rhétorique qui consiste à prendre la partie pour le tout, ou le tout pour la partie, ou le contenant pour le contenu, ou inversement. Par exemple, une voile passe. Oui, nous voyons une voile, mais cette voile, c'est un bateau. Aucune voile ne passe seule à l'horizon. Donc là, nous sommes dans une métonymie. Bon, dans les poèmes que je vous ai montrés, il y en a beaucoup des métonymies. Il faut pas. Je crois qu'Étiamble pousse les choses un petit peu de manière radicale. Ni symbole. Alors, les choses sont-elles symboliques? Les mots ont-ils une valeur symbolique en eux-mêmes? Non. Le symbole est dans le regard plus que dans le mot regardé ou dans le mot lu. Donc, parfois, bien entendu, la fameuse cruche qui éclate, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y voir une valeur symbolique. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire que le poète a chargé le mot cruche de la valeur symbolique que nous lui attribuons. Parce que nous sommes habitués, voilà, nous avons une certaine... Il y a une pensée de la cruche dans notre civilisation. Il suffit de penser au proverbe « Tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise », pour se dire que, voilà, d'un seul coup, nous avons affaire à un poème sur le temps qui passe et sur les ruptures que ce temps qui passe produit dans nos vies. Et je garde pour la fin ce qui me semble le plus important. Le haïku, c'est le poème de la capture de l'éphémère. Le haïku cherche à saisir l'insaisissable, à capturer l'éphémère. Il propose au fond, pour un temps, mais un temps très bref, un arrêt sur image. Vous voyez, le ciel s'obscurcit, la nuit tombe, le dernier oiseau passe sans un cri. Quelque chose d'extrêmement fugace que le poème, dans sa brièveté, va tenter de saisir, le mot est presque trop fort, de donner à voir, de faire sentir. Donner à voir, voilà, c'est peut-être l'expression la plus juste pour définir cette esthétique du haïku. En tout cas, nous sommes, avec le haïku, dans une observation attentive, c'est ça qui est intéressant, des petites choses fugaces de l'existence. Le haïku a donc pour fonction littéraire et même sociale, humaine, de dire la permanence et l'impermanence des choses. Ou plus exactement, la permanence de l'impermanence. Cette fugacité permanente qui fait l'existence humaine. Autrement dit, le haïku est lié complètement à ce présent qui nous échappe. Il fait advenir par la parole ce qui ne fait que s'écouler trop rapidement dans la quotidienneté de la vie. Il tente d'arrêter le temps, ou plus exactement, il est comme cet oiseau au milieu du fleuve qui ralentit, dont les pattes vont ralentir simplement pour un temps l'écoulement de l'eau.
Et le haïku ne veut rien de plus qu'être ce frisson de la surface de l'eau, ce miroir à peine brisé par... voilà. Mais j'aime assez cette idée qu'il s'agit là de capturer l'éphémère. Alors, les règles que je viens de définir, on peut encore peut-être lire quelques-uns des textes de Bachot. Par exemple celui-ci, « Début de l'automne, la mer et les champs du même vers ». Sans que l'on sache exactement ce que nous perdons avec la traduction. Vous savez, ça c'est un autre débat, mais que la traduction en poésie, elle est trahison, elle est quasiment impossible. Donc il faudrait pouvoir là apprécier le texte dans sa langue d'origine. Et puis cette dernière page. Ô pluie du printemps, un saule caresse ma cape de voyageur. À cheval assoupi, lune lointaine, la fumée du thé. Le vent d'automne, plus blanc que les pierres de la colline rocheuse. On rallonge une patte de l'aigrette en y ajoutant celle du faisan. Voilà, on s'arrêtera sur ces deux derniers poèmes de Bachot, donc, dont je rappelle qu'il est un auteur du XVIIe siècle. Donc c'est un... Vous voyez, transposons-nous, c'est un contemporain de La Fontaine. D'ailleurs, ils ont quelques points communs, mais on voit bien où s'arrête la comparaison avec La Fontaine, puisqu'il n'y a là aucun désir pédagogique, aucune moralité, simplement un dire bref qui s'évanouit dans l'instant de sa présence. Voilà, c'est ça le haïku. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir si, en temps de tragédie humaine, les poètes japonais ont écrit des haïkus. Y a-t-il eu, ou y a-t-il des poèmes, par exemple, des haïkus d'Hiroshima ou de Nagasaki? Alors la réponse est oui. Je vous ai amené trois livres qui viennent directement du Japon, qui se trouvent être des éditions bilingues, franco-japonaises, mais qui n'ont connu aucune diffusion en France. Et je voudrais vous lire quelques-uns de ces poèmes, parce qu'il y a une littérature qui est très abondante, quelques-uns de ces poèmes Hiroshima-Nagasaki après la bombe atomique. Et notamment, j'ai choisi ce livre qui comporte 273 haïkus d'Atsuyuki Matsuo, qui est un poète japonais donc, qui a écrit après la bombe atomique. Et je voudrais vous en lire quelques-uns, et vous verrez qu'il reste fidèle en réalité à l'esthétique de départ, en dépit de la tragédie qui est la sienne. Clair de lune, que reste-t-il de ma famille sous la maison en ruine? Sous le clair de lune, ma propre voix qui appelle en vain mes enfants. Ou bien encore, sur les 3 cadavres se posent des libellules, tous les 3 sont frères. C'est d'une grande force, quelques mots. Les visions sont saisissantes. Je vous épargne les textes les plus durs, mais on voit comment il respecte une esthétique, mais en même temps comment le texte est travaillé de l'intérieur par des émotions humaines qui sont à la limite du supportable. « 18 ans ensemble,
je me couche près de ma femme, si courte cette nuit. Herbe de l'été, j'ajoute du bois au feu qui brûle ma femme. Bon, les textes quand même particulièrement poignants. Quelques-uns d'ailleurs font référence à l'écriture elle-même du haïku. L'écriture comme thérapie, comme seule manière de témoigner de l'horreur. De mon lit, j'écris au son de lune un poème sur la lune. Celui-là est particulièrement curieux. De mon lit, j'écris au clair de lune, de mon lit, j'écris au clair de lune un poème sur la lune. Mon carnet de haïku, quelque chose pour épandre mon cœur. Le ciel d'où la bombe A m'est tombé sur la poitrine, malade. Et je voudrais vous lire la postface que Hatsuyuki Matsuo a donnée de ce livre publié au Japon. Il y a eu plusieurs éditions au Japon de cet auteur. Et vous verrez que dans ce texte, dont je ne vous lirai qu'une partie, il y a vraiment une réflexion sur à la fois l'horreur de ce qu'il a vécu et en même temps sur l'écriture. Voici ce qu'il écrit. Atomisé le 9 août 1945. J'ai perdu ma femme et trois de mes enfants et j'ai été à la charge de la maison paternelle de mon épouse à Yanohira, près de Nagasaki, avec ma fille aînée gravement blessée. La maison était éloignée du centre de l'explosion, mais le toit et bien d'autres choses avaient été très endommagés par le souffle de l'explosion. Il y eut beaucoup de typhons cette année-là, avec de terribles infiltrations d'eau. J'ai dû poser une natte de jonc sur la couverture ouatée de ma fille, qui ne quittait le lit ni de jour ni de nuit. J'ai même dû abriter son visage sous un parapluie. De plus, l'électricité demeurait en panne. J'ai allumé un petit feu sans éclat en faisant une mèche avec un vieux bout de coton que j'ai tordu et mis dans l'huile de colza sur une assiette. Les brûlures de ma fille étaient graves, surtout aux mains et aux bras. La peau pourrissait au fil des jours, du pus vert collait partout. Bon, je passe la suite, qui est assez terrible, et j'en viens au passage où il évoque l'écriture. J'ai commencé à écrire mon journal du 9 août en soignant jour et nuit ma fille entre vie et mort. J'ai dû abandonner ma place, une place importante à l'époque, j'ai été congédié, j'ai pleuré d'indignation devant ces mesures, ajoutant à mon malheur. Je ne pouvais quitter ma fille à 2 pas de la mort. Écrire mon journal m'a permis de soulager ma misère. J'ai repris l'énergie de vivre face à une réalité des plus sévères en me livrant à l'introspection de l'atomisé que j'étais devenu. Ce journal fut, pour ainsi dire, le point de départ de mes haïkus et de mes mémoires. Aujourd'hui encore, en les relisant, je m'étonne de leur réalisme. Voilà, on voit bien que le haïku, par exemple, de ce rescapé de Nagasaki, ne l'empêche pas d'avoir par ailleurs une production écrite qui exprime le caractère tragique, pathétique de la situation dans laquelle se trouve sa famille, et en même temps une réflexion sur le monde et sur l'écriture. Mais dans le haïku, encore une fois, il y a cette volonté de laisser tout ce qui n'est pas trace fugace du réel à distance. Alors, je vous disais tout à l'heure que au début du XXe siècle, de jeunes poètes avaient été initiés à la sensibilité japonaise. Et c'est d'eux dont je vais maintenant vous parler. Je vais vous en parler à partir de cet ouvrage en pleine figure, Haïku de la guerre de 14, qui est une anthologie que je viens de publier, qui a été établie par Dominique Chipeau. Dominique Chipeau, c'est l'un des grands spécialistes en France du haïku, qui a fait de nombreux voyages au Japon, qui en écrit lui-même
et qui anime plusieurs... il anime notamment une infolettre et un blog, un site sur l'écriture du haïku. Et le livre a été préfacé par Jean Rouault, que sans doute que vous connaissez bien, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1990 pour un roman, Les Chants d'honneur, consacré à cette même période de la guerre de 14. Alors, qui sont ces poètes et quelle est la particularité de ce livre? Je dois dire que d'abord que ces poètes sont tous des poètes français, même si l'un d'entre eux se fait surnommer Hirami, d'un nom qui a des consonances japonaises. Ce sont tous des poètes français, aujourd'hui inconnus, méconnus, pour la plupart oubliés, dont l'œuvre n'avait pas jusqu'alors été rééditée. Parmi eux se trouvent même des anonymes, dont vous lirez quelques textes dans un instant. Ce sont tous des auteurs qui ont dû partir au front. Donc je n'ai publié dans ce livre que des poètes qui ont écrit des haïkus pendant la Première Guerre mondiale ou dans l'immédiate après-guerre, me privant parfois de la possibilité d'intégrer des poèmes d'Éluard. Éluard a écrit des haïkus, il en a écrit quelques-uns pendant la période surréaliste, mais ce ne sont pas des textes qui évoquent la guerre. Donc j'ai fait le choix avec Dominique Chipeau, nous avons fait le choix de ne nous consacrer qu'à ces haïkus de la guerre de 14-18. Mais il est intéressant de se dire que des jeunes gens, oui, c'était tous des jeunes gens qui avaient rendez-vous avec la mort, ont écrit des haïkus, et de se demander pourquoi ils ont écrit des haïkus et pas simplement des poèmes, dans les tranchées ou au combat. Alors, avant de vous présenter les choses plus en détail, je voudrais quand même relever deux paradoxes. Le premier, c'est que, et Jean Rouault le fait remarquer dans sa préface, si l'on jouait au jeu des correspondances, eh bien, on pourrait associer le haïku à une guerre éclair. Or, une guerre qui dure 5 ans, fait-il remarquer, ce n'est pas une guerre éclair, c'est un enlisement. Et on peut se demander pourquoi des auteurs ont écrit sous cette forme brève pour dire un mal qui a perduré au-delà de ce qu'il est possible d'endurer. Donc il y a là une sorte de paradoxe. Faire le choix d'un texte éclair pour évoquer un état qui dure et qui a provoqué chez ceux qui l'ont vécu une sorte de sortie de l'humanité de manière absolument effroyable. C'est d'autant plus paradoxal que cette Première Guerre mondiale a donné naissance à une très importante production littéraire, essentiellement romanesque, et parfois avec des auteurs comme Guillaume Apollinaire ou Blaise Cendrars, des poèmes, mais des poèmes importants, de longs poèmes. J'ai cité Cendrars, Apollinaire, je pourrais citer aussi Charles Wildrac, qui est l'un des auteurs importants de cette époque, qui va publier Le Chant des désespérés, livre qui est encore aujourd'hui dans le fond des éditions Gallimard, et qui est constitué de longs poèmes. Pour dire son indignation face à la guerre, Wildrac va écrire de longs textes, et quand on les lit, on se dit, mais pourquoi n'a-t-il pas fait des petits morceaux de ces textes? Parce que certains d'entre eux seraient véritablement des haïkus. Par exemple, j'extrais 3 vers d'un long poème, et ça donne en quelque sorte le fragment suivant. Je voudrais avoir été le premier soldat tombé, le premier jour de guerre. C'est presque, voilà, hein, ça fait penser à un haïku. Second paradoxe qu'il faut absolument relever au seuil de cette présentation,
la question de la douleur, la question du chagrin, de l'indignation, de la colère, de la peur. Comment faire passer tout cela dans cette esthétique minimaliste du haïku? Comment dire non à la guerre en écrivant des textes dans lesquels on ne peut, en théorie, pas faire rentrer d'idées, de pathos, de sentiments. Alors, vous verrez, en découvrant ces poèmes dans un instant, que ces poètes ont adopté une esthétique dont ils n'ont pas respecté toujours scrupuleusement à la lettre les critères. Par exemple, on va y retrouver des mots comme miséricorde, miracle, pardon, ou bien faire remarquer Jean Rouault dans sa préface ce fameux hélas qu'on retrouve dans un poème qui renvoie plus à Racine ou du Bellay ou à Ronsard qu'à la poésie japonaise. Chez les maîtres japonais, les jugements moraux étaient également absents. Or, là, comment ne pas entrer dans un jugement moral sur l'horreur de la guerre? L'hypothèse que nous avons formulée dans les séances de travail que nous avons pu avoir pour élaborer ce livre, qui était quand même un projet vraiment ambitieux, c'était de se dire, au fond, il y a peut-être un rapport à la photographie. Puisque la photographie en est à ses balbutiements à cette époque, elle permet de rendre compte de fragments de la réalité, un visage, une main, un sabre ou un fusil posé sur la terre, une blessure, etc. La photographie permet de rendre compte de l'éclatement de la réalité et de sa fragmentation, mais elle était à l'époque mal commode, puisqu'elle n'était pratiquée que sur des plaques de verre, d'une grande fragilité, avec des temps d'exposition qui étaient quand même élevés et qui ne pouvaient pas être... Bon, il y a des photographies de la guerre de 14, hein, vous en avez sans doute vu, mais en tout cas, les poètes ont cherché, peut-être dans ces instantanés de l'écriture du haïku, une sorte d'équivalent de la vision qu'offrait la photographie. Tout simplement parce que la photographie ne permettait pas le reportage de guerre, ce que la poésie va pouvoir faire. Alors par exemple, ce poème que nous relevons dans le livre, « Au seuil des banques, on remplace les nègres par des poilus ». Voilà. Au seuil des banques, on remplace les nègres par les poilus. Qui fait référence immédiatement... Alors là, on peut penser qu'il a été écrit dans l'immédiate après-guerre, hein, et bien entendu, et sans doute avant la crise de 29. Mais le texte fait référence à tous ces poilus qui sont revenus brisés de la guerre et auxquels il faut bien trouver un emploi. Donc on va leur donner effectivement des petits boulots, parce que parfois ils sont si malades, gazés ou estropiés qu'ils ne peuvent pas retrouver leur place dans les champs ou à l'usine ou ailleurs. Donc on remplace les nègres par des poilus. C'est aussi en creux une façon de nous parler de cet étrange colonialisme qui va permettre d'envoyer au combat des tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais, par exemple, on les envoie en première ligne. Si on remplace les nègres par les poilus, c'est peut-être parce que les nègres ne sont plus là. Donc, vous voyez comment le texte n'a l'air de rien, mais il est quand même... il porte un regard sur la société. Et puis cet autre instantané qui évoque de façon très très rapide la zone des combats, 2 levées de terre, 2 réseaux de fils de fer, 2 civilisations. Voilà, là c'est minimaliste, hein. 2 levées de terre, 2 réseaux de fils de fer, 2 civilisations. C'est assez radical, hein, comme manière de présenter les choses. Et on se dit, en lisant cela, que forcément, ces 2 civilisations n'en font peut-être qu'une, France et Allemagne,
Par quoi sont-elles séparées? Où passe la frontière entre les hommes? Simplement, fait remarquer Jean Rouault, les Allemands soignaient leurs tranchées, construisaient leurs casemates en dur, parce qu'ils étaient là pour durer. C'était pour eux un signe d'installation, de prise de possession du territoire, une nouvelle frontière, au lieu qu'en face, dit-il, où l'on espérait reconquérir le pays perdu, il n'était pas question de donner le sentiment que cette situation allait perdurer. Donc, casemate en dur d'un côté et cabane de l'autre, d'une grande fragilité. Voilà, peut-être y a-t-il tout cela derrière ce haïku que je vous ai lu. Et puis, celui-ci qui est peut-être vraiment terrible, mais d'une grande force. Dans les vertèbres du cheval mal enfoui, mon pied fait floche. Voilà. Donc, on trouve des textes de cette nature dans cette anthologie. Alors, il faut que je vous parle, avant de vous montrer quelques-uns de ces textes, et non pas seulement de les faire entendre, que je vous parle un peu de cette génération. Qui sont-ils et comment ont-ils découvert cet art du haïku? Les premières graines de haïku ont été introduites en France par un philosophe qui se nomme Paul-Louis Couchoux, qui n'en écrira pas, ou très peu. Mais c'est lui qui est parti pendant quelque temps faire un long voyage d'études au Japon et qui a découvert cette esthétique du haïku. Il était médecin, philosophe, et Paul-Louis Couchoux est surtout connu pour ses travaux, ses études sur la non-existence de Jésus. Voilà, il a passé, je crois, 10 ans de sa vie à écrire sur la non-existence de Jésus. Et c'est au retour donc de ce voyage qui s'est étendu de septembre 2002 à mai 1902 à mai 1904, donc 2 années au Japon, qu'il a donc décidé d'initier un certain nombre de ses amis poètes, parmi lesquels Julien Vocance, Albert Ponsin et le peintre André Faure, qui sera qui va mourir pour la France, je crois, dès 1914. Alors, tout commence en fait en juillet 1905, lorsque Paul-Louis Couchoux propose à 3 jeunes poètes français d'effectuer un voyage au fil de l'eau à la manière des maîtres japonais. On part de Paris et on descend jusqu'à la Charité-sur-Loire par les canaux, sur un bateau de marchandises, en proposant au marinier de l'aider à charger et décharger sa cargaison de sucre, moyennant quoi on peut voyager, dormir sur le pont et passer quelque temps à être initié à cette culture japonaise au fil de l'eau, en regardant l'eau qui passe ou la vie qui passe à bord du bateau. Et c'est au cours de ce voyage que les premiers poètes français vont être initiés à l'art du haïku. Voilà comment, de la plus béate façon, fut exécuté le premier transport sur les canaux de 3 gars français qui s'étaient fait des âmes de poètes japonais et furent composés dans notre langue les premiers haïkai originaux, réunis au nombre de 72, en une plaquette sans nom d'auteur, donc petite anthologie, qui fut publiée sous le titre « Au fil de l'eau » et tirée à 30 exemplaires. Tirée à 30 exemplaires, non mis dans le commerce, c'est-à-dire, c'est un livre qu'ils ont fait pour eux, mais qui n'a eu... donc ce livre, bien sûr, nous l'avons retrouvé. Nous sommes repartis de ces publications, mais nous étions en 1905, donc aucune, évidemment, n'avait trait à la guerre. Et ce que je viens de vous lire, donc, est tiré d'un article paru en 1938 dans la revue France-Japon,
et signé Julien Vaucance, qui est l'un des auteurs majeurs de l'anthologie dont vous avez la couverture en face de vous. Alors, un an plus tard, en avril 1906, Paul-Louis Couchoux commence à théoriser cette esthétique du haïku. Et il décide de donner une définition qui paraît dans un ouvrage. Et il définit le haïku de la manière suivante. Je trouve que c'est assez formidable, cette façon de dire. C'est un simple tableau en 3 coups de brosse. Un simple tableau en 3 coups de brosse. Il ajoute une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche, bref, une impression. Une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche, une impression. Au fond, c'est un concentré de perception qui doit évoquer les sensations, et il montre bien qu'il faut saisir le détail pour faire naître le saisissement par le pouvoir de la suggestion, par la force de l'image, et n'oublions jamais, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais par le silence, ou plus exactement par la force de l'ellipse. Quand vous écrivez si peu, il y a ce que vous dites, mais il y a tout ce que vous n'allez pas pouvoir dire, et qui est là, en creux, plus fort, pesant plus fortement que les mots eux-mêmes. Donc la force de l'ellipse, elle est au cœur bien évidemment, vous voyez, celui que je vous ai lu il y a un instant, dans les vertèbres du cheval mal enfoui, mon pied fait floche, ce qui nous fait frissonner, ce n'est pas les mots qui sont là, c'est ce que l'on imagine, et c'est justement l'ellipse, c'est ce qui n'est pas dit, c'est le non-dit qui donne sa force au haïku. Alors donc, au fond, ces jeunes poètes français ont bien compris qu'il s'agissait, au fond, d'exprimer une sensation nue, en faisant très attention à la banalité. Si c'est banal, ça devient plat. Donc il faut trouver des sensations qui soient des sensations qui aient une force, comme celle que je viens d'évoquer, le pied qui fait floche. Voilà. Sinon, le haïku devient fadaise, ou bien, comme on l'a dit parfois, japoniaiserie. Hein, voilà. Donc c'est très facile d'écrire des japoniaiseries. C'est un peu plus difficile d'écrire de bons haïkai. La guerre va transformer cette pratique bucolique, ou cette pratique de salon, hein, ça dépend des personnalités, en une sorte de cri d'urgence. La guerre va véritablement donner une autre dimension à cet art du haïku. Pourquoi ? Parce que les textes que ces jeunes poètes vont publier sont en réalité parfois beaucoup plus que des textes littéraires. Je crois que ce sont un peu des projectiles, des fragments, mais des fragments d'humanité, des brisures, ce sont des éclats, des brisures d'espoir, de peur. La peur est très, très présente dans cette littérature, de révolte. Alors la révolte, quand on lit l'ensemble du livre, on voit qu'elle n'est pas tellement présente au début. 1914, par contre en 17, oui. Des brisures de peur, de vie, d'espoir. Et c'est donc, au fond, la fulgurance du fragment face au désastre du monde, face au désastre de la guerre. Ce qui me semble vraiment formidable dans cette entreprise littéraire, c'est que pour la première fois en France,
nous pratiquons, les poètes, les écrivains pratiquent une écriture fragmentaire. Oui, je crois que c'est la première fois. Ou alors il faut remonter aux grands moralistes comme La Rochefoucauld. Mais là, on parle de tout à fait autre chose. Ce n'est pas la même histoire. Mais dans le domaine de la poésie, et même de la prose, il n'y a pas eu d'écriture fragmentaire. L'esthétique du fragment, qui nous semble si contemporaine, si moderne, elle est née à ce moment-là. Et il y a dans cette esthétique du fragment quelque chose qui rend compte de la fragmentation de la réalité, de l'éclatement du monde. Éclatement géopolitique du monde, l'humanité elle-même est brisée, elle est en ruine. Ne parlons pas de l'Europe, qui est ravagée par la guerre, mais fragmentation du monde aussi quand on songe à la nature de l'armement. C'est la première guerre moderne avec ces obus qui libèrent quantité de balles, etc. Donc tout le monde est touché par cette fragmentation des obus. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui rend véritablement compte de la violence du réel. Et le poète qui va peut-être le mieux rendre compte de cela, c'est un poète qui se nomme Julien Vocance. Alors, il est peut-être temps pour moi de vous faire découvrir quelques-uns de ces textes. Alors, d'abord, quelques anonymes. Voilà, ça, ce sont des... Est-ce que c'est assez lisible ? Oui, ça va. Là, ce sont des haïkus écrits donc par des anonymes. Nous les avons retrouvés dans des revues, par exemple. Ils dorment harassés, alertes, le feu sur nous, le feu. Soir de bataille, au loin les canons, tout près les blessés. Attaque de nuit, tirez, mais tirez donc dans le tas. Il neige encore un haïkaï. La terre a recouvert les corps, la neige veut recouvrir les ruines. C'est un texte qui est fort, hein. On aimerait pouvoir mettre un nom sur ce texte, on ne le pourra probablement jamais, hein, bien sûr. Alors, d'autres sont, comme Maurice Betts, des auteurs qui vont s'illustrer dans ce genre et qui vont, alors vous le voyez immédiatement par le titre, constituer les haïkus en série littéraire. Donc il y a d'emblée la tentation du recueil. Il va nommer toute une série qui comporte une vingtaine de haïkus de guerre, petite suite guerrière. Alors je les passe un peu rapidement, mais les poèmes sont numérotés, vous en avez quelques-uns sous les yeux, numérotés et l'ensemble de la suite est titré. Je précise que c'est un art que l'on retrouve aussi au Japon. Dès le XVIIIe siècle, certains maîtres du haïku vont constituer le haïku en série. Donc des petites suites de haïku. Par exemple, le poème 11 est magnifique. Un trou d'obus dans son eau a gardé tout le ciel. Lueur, départ, éclair, éclatement. Noir se reclôt la nuit, un galop s'est tu sur la route. Là, on n'est pas loin de cette esthétique de départ. Alors, deux frères, qui sont l'un et l'autre de jeunes Rémois, donc ils viennent de Reims, fils d'industriels, vont tous les deux partir au combat. Henri Druard et son frère René. Alors, Henri, nous ne connaissons de lui qu'un seul haïku que je vous fais découvrir. Le voici. Côte à côte l'hiver, deux buissons de fils barbelés, en mai l'un fleuri d'aubépine. Là, nous sommes proches de l'esthétique japonaise. Il y a quelque chose de très beau dans ce poème qui dit beaucoup de choses aussi sur ces mois passés dans les tranchées, la tête sous les barbelés et la surprise de voir le monde s'éveiller différemment au printemps.
On peut imaginer que son frère a eu la même vision, puisqu'il va écrire, donc René Druard, à son tour, regardez le 3e poème de cette page, « Miséricorde d'avril, les buissons de barbelés se couvrent d'églantines ». Mais vous avez quand même ce mot « miséricorde » qui nous éloigne évidemment de cette esthétique japonaise, avec des connotations religieuses, etc. Remarquez aussi que les poèmes de René Druard sont suivis d'indications spatiales, de localisation. La première, par exemple, Chemin des Dames, de Vailly à Crosne, le chemin des dames est pavé de crânes. Voilà. Alors il y a évidemment la rime qui est là, voilà, qui est une trace de, on va dire, de la versification française, mais qui ajoute quand même à la dramatisation de cette évocation. Et puis le second qui est vraiment poignant, ils étaient 6 dans la cave. On sait qu'ils y sont encore. Mais où est la cave? Alors, Roger Gilbert Lecomte, je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'unique haïku que l'on connaît de lui, et je me réfère à la notice biographique qui est à la fin du livre, parce que je voudrais ne pas me tromper sur les dates, mais Roger Gilbert Lecomte, peut-être ce nom vous dit-il quelque chose, puisqu'il est un jeune écrivain rémois qui va être avec René Daumal à l'origine de ce mouvement qu'on appelle le grand jeu, qui est souvent présenté comme une alternative au surréalisme. Mais Roger Gilbert Lecomte va laisser une œuvre importante, peut-être un peu oubliée, mais il y a eu de nombreux essais sur son œuvre. Alors, voici le poème que je vais vous faire découvrir. La cathédrale dans les brumes, un sphinx à 2 têtes accroupi dans une jungle de rêves. Alors, il se trouve que Roger Gilbert Lecomte est né en 1907. Donc, et ce texte écrit avant les années 20 est le texte d'un jeune adolescent. Voilà, c'est un texte vraiment un texte de jeunesse, qui est d'ailleurs plutôt une vision onirique de la cathédrale de Reims, vue depuis le boulevard qui y conduit en automne. Voilà. Je poursuis en vous montrant alors des poèmes de Marc-Adolphe Guégan, intéressant parce que chaque haïku, il y a 2 versions de ces poèmes, sans titre et avec titre. Alors nous avons choisi de prendre cette version qu'il avait donnée dans une revue au début du siècle, avec titre, ce qui change quand même un peu la nature des choses. D'un seul coup, le haïku devient davantage un objet littéraire. Regardez celui qui s'intitule « Progrès ». On tue à distance, plus de mains sanglantes, la guerre est très propre. Laisse-t-on les idées au vestiaire? Pas tout à fait. Il y a véritablement là un regard sur la guerre. Ou bien, reportage, le moribond criait « Maman !» De l'arrière, le journaliste a entendu « Vive la France !» Il est assez subtil, et il dénonce, bien entendu, la falsification de l'information, la désinformation. Et on sait que ça a été l'un des enjeux majeurs pendant la Première Guerre mondiale. Que savait-on de ce qui se passait au front? Je poursuis. Le dernier, la culbute. Lorsque l'obus le fit danser, il se révéla très ingambe et tout guillerait de mourir. Oula, c'est très très comment dirais-je, c'est un humour caustique, mais assez redoutable. Alors on voit bien que les titres ont été rajoutés après.
et que le texte est venu d'abord et que le titre n'a fait que lui donner un chapeau, en quelque sorte. Alors, je voulais vous montrer ce poème d'un auteur dont nous n'avons pas retrouvé le véritable nom. C'est un pseudonyme, mais très honnêtement, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme. B. Irami. Voilà, avec deux poèmes qui sont quand même très très proches de l'esthétique d'origine. Le feu pétille, le grillon chante au foyer, paix après guerre. L'oiseau grelottant, boule emplumée sur le toit, rêve au nid défunt. Et j'en arrive alors vraiment à l'un des deux auteurs majeurs, peut-être celui qui est l'un vraiment des meilleurs, se nomme René Maublanc. Alors René, je vois que le temps passe très vite, je vais découvrir quelques textes de lui. Par exemple, « Le son de sa voix n'est déjà plus dans mon oreille, vais-je l'oublier déjà ?» Ou bien « En pleine figure, la balle mortelle, on a dit au cœur à sa mère. » Celui-là, le premier, celui du 1er avril 1918, magnifique. « Dans la plaine noire, un petit péché rose fait à lui seul tout le printemps. » Magnifique, hein, ce texte-là. Et puis, le troisième, « La nature a jeté sur les ruines humaines la pitié de la neige. » Magnifique également. Le mot pitié, qui vient ici apporter une autre coloration judéo-chrétienne. Nous sommes très loin de la pensée japonaise, mais malgré tout, c'est un texte d'une très grande beauté. Pensez quand même qu'à la même époque, Apollinaire écrit sur les feux d'artifice de la guerre, des poèmes sublimes, mais alors on est très très loin de cette esthétique. Je voulais vous montrer un fac-similé de brouillon de manuscrit de René Maublanc, très intéressant. Vous le voyez bien parce qu'on voit d'abord ceux qu'il sélectionne et comment les haïkus sont constitués en série. Et puis vous voyez le premier, celui qui est ici, avec ce travail, ce qu'on appelle la génétique textuelle, c'est-à-dire qu'on voit le travail fait sur le brouillon. À la figure, la balle mortelle, on a dit, alors il a rayé, mais je crois qu'on a dit au ventre, à sa mère, c'est dit non, c'est trop dur. Il a dit au front, on a dit au front à sa mère, non, on a dit au cœur à sa mère. Voilà, on voit aussi comment ce travail sur le texte dément le caractère d'une écriture éclair, d'une illumination soudaine. Non, il y a peut-être un premier jet qui est fait rapidement, dans l'urgence, mais derrière, il y a un travail d'écriture, un travail sur le texte. Et puis, je veux, avant de clore cette série, vous montrer alors, les poèmes de Julien Vocance. Là, c'est très long. Je vous renvoie à l'ensemble du livre parce que j'ai publié dans ce livre l'ensemble des 100 visions de guerre, donc 100 haïkus sur la guerre. Je vous en montre quelques-uns parce que c'est très intéressant. Vous remarquerez peut-être que j'ai réduit l'intervalle ici entre les poèmes, tout simplement parce qu'il les a constitués en série. Et il y a une vision quasiment cinématographique de la guerre. On commence avec un plan très éloigné, 2 levées de terre, 2 réseaux de fils de fer, 2 civilisations. On a une vue aérienne. Puis, la mort a creusé sans doute ces gigantesques sillons dont les graines sont des hommes. Et puis on se rapproche du sol. Au ras du sol depuis 15 jours, mon œil en connaît les moindres bosses, les moindres herbes. Le second, là, magnifique également, dans un trou du sol, la nuit, en face d'une armée immense, 2 hommes. Hier, sifflant aux oreilles, aujourd'hui dans le képi, demain la tête.
Là, les deux derniers, très frappants également, clac, 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 ton bruit sinistre mitrailleuse, squelette comptant ses doigts sur ses dents. Ou bien, avec la terre, leur corps célèbre des noces sanglantes. Si je vous dis que Julien Vaucans a perdu un œil, il a perdu un œil à cause d'un éclat d'obus pendant la guerre, et qu'il a failli... Bon, il va vivre jusqu'aux années 50, mais quand même, ce dernier haïku est formidable. Je l'ai reçu dans la fesse, toi dans l'œil, tu es un héros, moi guère. C'est-à-dire, il attribue sa blessure à quelqu'un d'autre, et en même temps, ça lui permet d'introduire une dimension un peu humoristique, là où vraiment il n'y a pas de quoi rire. Et puis, je termine sur 2 haïkus censurés. Voilà, lisez-les. On comprend voilà, pourquoi on les a censurés, mais on ne t'enterrera combattant que pour que ta charogne n'empoisonne pas les vivants. Et puis celui-là, qui est quand même formidable pour dire non à la guerre, des arrivages de chair bien fraîche, toutes préparées, pour cette nuit sont signalés. Voilà, je m'arrête là pour ce qui concerne ces haïkus de la guerre de 14, en vous disant, consigne d'évacuation, on va remettre le texte, hein, voilà. En vous disant 2 choses. D'abord, c'est une génération doublement sacrifiée par la guerre, c'est pas la peine d'y revenir, mais sacrifiée par la littérature. Parce qu'après 1918, souvenez-vous, le dadaïsme et le surréalisme. Dadaïsme et surréalisme, 2 esthétiques tapageuses qui ne pouvaient pas entrer dans une vision aussi minimaliste de la chose littéraire. Donc il n'y avait plus de place en 1920, 25, 30 pour cette esthétique du haïku. Puis arrivent les grandes idéologies du XXe siècle, le communisme, la montée du nazisme, le partage du monde. Comment voulez-vous que cette esthétique puisse trouver sa place? Je ne sais pas si on a écrit des haïkus dans les camps. Ça mériterait vraiment un travail de recherche. Mais il faudra ensuite attendre, donc, Hiroshima, Nagasaki, la destruction du Japon, pour que vraiment on découvre avec une émotion importante cette esthétique qui n'a pas fini de progresser en Occident. Voilà. Et pour ne pas clore sur des textes trop noirs, je voudrais vous lire, c'est une façon de donner un tour un tout petit peu plus personnel, un poème que j'ai écrit, qui figure dans le livre que Georges Farjas évoquait tout à l'heure. C'est un poème qui s'intitule « L'Attrape-rêve ». Je n'ai pas du tout, en l'écrivant, eu le sentiment que j'écrivais des haïkus, mais pourtant ce sont des vers des strophes de 3 vers. Et c'est un petit livre, le tirage de tête a été réalisé sous la forme d'un petit livre d'artiste, sous la forme d'un attrape-rêve, par un artiste qui s'appelle Robert Lobet. Et la particularité de ce poème, c'est qu'il comporte 24 petits haïkus, disons ainsi, des haïkus rallongés, mais qui peuvent se lire dans n'importe quel sens. On peut les combiner dans tous les sens. Alors je vous en donne quelques-uns en vous disant que la fonction que j'assigne à la poésie, c'est la même que celle des attrape-rêves amérindiens, c'est-à-dire protéger. Protéger celui qui écrit, protéger celui qui le lit, protéger la vie du dormeur et faire en sorte que les mauvais songes viennent se perdre dans l'attrape-rêve pour ne garder que le meilleur de la vie. J'ai besoin d'un attrape-rêve pour atteindre les chemins arborés de ton enfance, pour te prendre, herbe folle, dans la coulée des fleuves, quand des oiseaux de nuit secouent le ciel au-dessus de nos toits. Besoin d'un attrape-rêve pour déposer ton nom sur les eaux de la confluence, fixer ta nudité dans l'instant de mes bras, quand ton visage m'apparaît comme une flèche en son miroir. Laissant le désir retourner la robe rouge des cabanes, j'installe dans les arbres un mobile sans fin, rêve
plume, sillage, où plus rien ne subsiste que ce cri sans écho. J'ai besoin d'un attrape-rêve pour atteindre celle qui nage dans les feuillages, qui attend sans attendre l'eau des pensées secrètes et l'ocre de la terre, limon des rives nues et sauge de la main. Pour atteindre celle qui coud des mocassins pour les pieds qui dansent dans les étoiles, qui escalade la nuit et griffe les nuages, qui dessine des embardées d'animaux indomptés sur la peau des solstices. Je laisse le sang rouler en moi comme un grand maraudeur. J'invente des récits pour les enfants perdus. Je brûle en mon chablis la foudre des croyances. Besoin d'un attrape-rêve pour atteindre celle qui tombe comme la pluie sur des palais en ruine. J'ai besoin d'un attrape-rêve pour comprendre ta vie dans la ville aux 2 labyrinthes. Et j'entre sans alphabet connu dans la tanière du sommeil. La nuit devient félin dans les moustaches de la pluie. Voilà.